D'abord, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai de me retrouver avec vous, puisque nous avons milité depuis quelques années à Toulouse avec des gens qui nous rejoignent les uns après les autres, et c'est toujours un grand plaisir de voir notre cercle augmenter, de gens qui sont tous invariablement sympathiques, car motivés par de bonnes raisons, celles de l'intérêt national et de la défense de la tradition. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'écologie, puisque, comme l'a dit Enzo tout à l'heure, c'est le thème de la campagne que nous allons commencer cette année. Eh bien, je dois dire que les circonstances sont très favorables, puisque nous avons assisté, il y a un peu moins d'un mois, à un événement un peu spécial, puisque nous avons vu un ministre démissionner sans crier gare, en donnant à sa démission une justification étrange pour un homme politique. Que nous a-t-il dit en effet? Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter de mentir aux autres et de se mentir à lui-même. Extraordinaire justification, alors que nous savons bien que le mensonge fait partie de l'exercice du politique dans la démocratie idéologique que nous subissons. Et il est remarquable que malgré ses repentirs, il n'annonce pas un changement dans sa manière de concevoir son combat. Et il continue à affirmer la même ligne qu'il avait mise en avant, prétendument pour sauver la planète, avant de devenir ministre. Comment expliquer une pareille absurdité? Eh bien, ça se comprend parfaitement si l'on prend en compte le fait que l'écologie a été accaparée arbitrairement, comme d'ailleurs le syndicalisme, par trois courants qui sont seuls autorisés. Je vais vous décrire quels sont ces trois courants de l'écologie, de l'écologisme officiel, et puis ensuite, nous étudierons quelle est notre conception de l'écologie. Alors pour décrire ces trois courants, je vais forcer un peu le trait, mais à peine, car tout ce qui s'exprime officiellement dans l'écologie en France aujourd'hui est un composé à des degrés divers, avec des doses différentes, de ces trois courants qui sont seuls autorisés. Le premier courant, c'est celui que j'appellerais les quiétistes du développement durable. Eh bien, c'est l'idée qu'on peut sauver la planète, comme on dit, sans remettre le moins du monde en cause les bases de l'économie. Il n'est pas nécessaire d'abandonner le libéralisme, ni la société de masse, ni la maximisation des désirs, ni la financiarisation du monde, ni le désenchantement de ce même monde. Il suffit de faire de l'écologie un produit rentable. Le capitalisme et le libéralisme économique sont compatibles, selon ce courant, avec la préservation de l'environnement. La privatisation du monde est une condition pour que ces richesses soient défendues. Privatisation de la terre, de l'air, des mots et des nombres, de la lumière et de l'ombre. Et des régulations par petites touches. Eh bien ça, cette vision, c'est exactement la vision de ce monsieur Hulot qui vient de démissionner, le maître de la société Ushuaïa et de ses copieux bénéfices, ou de son alter ego Yann Arthus Bertrand. Celle d'un monde unifié autour du confort et du marché, dans un compromis humanitariste. Ils pensent ainsi comme ces fameux socialistes réformistes du début du XXe siècle, qui disaient que l'on pouvait arriver à une société sans classe, sans toucher à la forme capitaliste de l'économie. Et en fait,
et c'est tout naturel, ils bénéficient de tout le soutien de l'oligarchie qui se sert de leur argumentaire comme d'une base de communication. Et je dis communication à dessein, car ce qui est effectif dans la conséquence de cette idéologie, cette vision du monde, c'est ce que l'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire donner autour de toute chose, même les plus polluantes, un discours, une couleur verte qui permet de vendre, qui permet de faire un bon produit. On est sûr ainsi de trouver des clients. L'écologie est alors un produit qui fait vendre, un condiment de vente, comme une publicité. Et d'ailleurs, le terme pompeux de ministère de la transition écologique qui avait été donné au ministère de M. Hulot est là pour bien montrer cette volonté d'agir insensiblement et sans radicalité. Le deuxième courant de l'écologie officielle, je les appellerai les flagellants de la culpabilité humaine. Vous savez ce que sont les flagellants? Ce sont ceux qui se baladent dans les rues avec des fouets pour se faire souffrir, pour donner en exemple leur souffrance, qui est la seule chose qui peut racheter les péchés de l'humanité. Ces personnes, ce courant de pensée, on pourrait lui attribuer la réplique d'Alceste dans Le Misanthrope de Molière. Vous savez que Philinte dit à Alceste: « Vous voulez un grand mal à la nature humaine ?» Et Alceste répond: « Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. » Eh bien oui, pour ces gens, l'espèce humaine est une anomalie du vivant. Le mot de néo-catharisme s'appliquerait très bien à leur pensée, car, selon eux, la disparition de l'homme est à souhaiter. Et en attendant qu'il disparaisse pour de bon, il faut qu'il réduise sa place à l'infini. Il faut se passer le plus possible d'eau et d'énergie. Il faut s'alimenter au minimum, manger des insectes et des vers, et surtout battre sans cesse sa coulpe pour nos crimes envers les autres espèces. Eh bien, ils ont des acolytes qui sont ceux qu'on appelle les végans et les antispécistes, et qui sont leurs commensaux dans ce combat. Ils cassent les vitrines des boucheries, lacèrent les manteaux de vison des élégantes, portent une chevelure sale à défaut de la coiffure de cendre, et s'habillent comme des clochards. Ils sont des anachorètes sans Dieu qui veulent confier l'humanité à l'autodestruction en punition des crimes du passé. Ils ont créé un anti-humanisme aussi chargé de morale que l'humanisme qu'ils fustigent. Ils peuplent les débats interminables des congrès écologistes et leurs discours sont remplis d'imprécations sans qu'ils obtiennent jamais de véritables succès, malgré les soutiens que leur prodigue le régime. Le troisième courant, je les appellerai les escrocs du trotskisme vert. On pourrait les appeler aussi les écolos pastèques, vert dehors, rouge dedans. Notons bien que être d'extrême gauche et marxiste, ce n'est pas tellement compatible avec l'écologie, car au contraire, dans une perspective marxiste, on devrait considérer que l'écologie est nécessairement réactionnaire. Les marxistes, en effet, ont toujours eu le même optimisme que la droite libérale à l'égard du progrès technique. C'est le progrès qui, selon Marx, rendra possible l'avènement d'une société d'abondance où les masses ne seront plus contraintes de vendre leur force de travail pour subsister. Toute remise en cause du progrès technique, toute condamnation du gaspillage et de la pollution devrait donc leur paraître suspecte. Oui, bien sûr, mais il y a la récupération. Les trotskistes et autres activistes d'extrême gauche entendent surfer sur l'angoisse causée par la destruction de l'harmonie du monde en la mobilisant grâce à des outils idéologiques qui ont fait leur preuve. Je les énumère. Antiracisme,
ce sont les Blancs qui détruisent la nature. Antimachisme, ce sont les mâles qui détruisent les espèces. Anti-impérialisme, ce sont les colonisateurs qui créent les déserts. Antichristianisme, ce sont les chrétiens qui font du monde un simple outil. Enfin, sous l'appellation d'antifascisme, ils ne pensent qu'à étrangler tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils sont hostiles à la mondialisation, mais proclament la nécessité d'abattre les frontières et d'accueillir inconditionnellement l'immigration de masse. Ils exaltent le droit des peuples du tiers-monde à défendre leur identité, mais traitent de raciste le peuple français qui entend faire de même. Ils sont contre l'épuisement des ressources naturelles, mais se refusent à voir que la première raison en est l'explosion démographique de la planète. Ils s'opposent à la souffrance animale, mais restent muets sur le lent égorgement rituel des animaux pour ne pas être accusés d'islamophobie. Ils s'opposent à la souffrance animale et ils protestent et qu'ils luttent contre les émanations de CO2 mais font la guerre au nucléaire, seule énergie décarbonée. Ils s'opposent à la chasse sans faire de distinction entre la chasse qui protège les animaux et celle qui exploite une marchandise. Leurs contradictions ne sont que la conséquence de leur ambiguïté, pour ne pas dire de leur mauvaise foi. Leur seule obsession est de créer de nouvelles taxes, ce qui explique évidemment leur impopularité. Ils sont irresponsables et incohérents, indifférents à tout ce qui est étranger à leurs obsessions. Ajoutons que ces trois courants rivalisent d'affirmations non prouvées, ou même absurdes, et de dogmes foudroyants. Malheur à celui qui les met en doute. Que conclure de cette revue de détail? Doit-on considérer qu'un combat défendu par des imposteurs cyniques ne peut être lui-même qu'une imposture et qu'il faut le rejeter comme une voie sans issue? Nous ne le pensons pas. Mais il faut mener ce combat avec lucidité et en l'insérant dans une lutte politique globale. Ainsi, qu'en est-il, par exemple, du réchauffement climatique? N'étant pas compétent, parce que je ne suis pas scientifique, pour avoir une opinion étayée, je constate seulement que de nombreux scientifiques sont sceptiques sur cette affirmation. En effet, certains contestent le réchauffement continu, constatant qu'il s'est stabilisé depuis 1986. Certains contestent que le réchauffement soit produit par une augmentation de CO2. Certains contestent le réchauffement global, constatant que l'Antarctique échappe à cette tendance. Certains contestent que le réchauffement soit d'origine humaine, constatant que des époques reculées ont connu des évolutions similaires, alors que le rôle de l'homme était insignifiant. Certains contestent enfin que la consommation d'énergie par l'Europe et les USA soit le facteur principal. Ils disent que la plus grande augmentation du CO2 est causée par la déforestation des forêts tropicales et équatoriales qui se réduisent à vitesse grand V. Les agriculteurs les brûlent pour avoir de nouvelles surfaces agricoles. Non seulement les forêts, en brûlant, produisent du CO2, mais en plus, elles n'absorbent plus le CO2. Cependant, c'est tabou de le dire parce que ça touche les pays pauvres. Donc, il faut être prudent sur ce sujet. Mais de toute façon, nous n'avons pas besoin du réchauffement climatique pour dire que le combat environnemental doit impérativement être conduit. La première observation que personne ne peut discuter est l'inexorable disparition d'un nombre croissant d'espèces animales. Depuis le début du XXe siècle, le rythme de la disparition des espèces a été multiplié par 100, une véritable hécatombe. Un taux 1000 fois supérieur à la normale. Une dernière illustration de la catastrophe écologique en cours, la disparition pure et simple au cours des dernières décennies de plusieurs espèces d'oiseaux. Or, s'il est bien une idée universellement répandue, c'est que la perspective, même à long terme, d'un monde où toute vie animale sauvage aurait disparu,
est proprement insupportable. Et il en est de même pour l'avilissement des paysages, pour l'amoncellement des ordures dans les mers et les rivières, pour l'habitat standardisé, pour les maladies systémiques que la modernité nous déverse, pour la vulgarité des produits, et bien d'autres choses que chacun d'entre nous est capable de voir et de ressentir, sans avoir besoin d'un satisfecit d'une autorité scientifique. Alors, quelle doit être notre manière de voir ce gravissime problème? Eh bien, je vais essayer d'esquisser notre vision de l'écologie. Eh bien, d'abord, il nous faut commencer par mettre en lumière une évidence. C'est qu'une politique respectueuse de l'environnement n'est pas compatible avec l'économie actuelle. Car cette économie, comme le dit Michéa, est exponentiellement destructrice. Exponentiellement, ça veut dire qu'elle est de manière cumulative destructrice. C'est que ces destructions sont cumulatives et le rythme de destruction ne peut qu'augmenter chaque jour un peu plus. Le libéralisme, d'ailleurs, comme le socialisme, car ces régimes économiques croient au même postulat. Le libéralisme, comme le socialisme, ne connaissent que des besoins à court terme, peu importe que les sources durables de richesse disparaissent, pourvu que l'on ait le profit immédiat. Le libéralisme, comme le socialisme, ne connaissent que des individus, même si le socialisme les fond dans les masses. Leur slogan commun, c'est que ce qui n'est pas à quelqu'un est à tout le monde, et ce qui est à tout le monde n'est à personne. Ils ont tous les deux besoin d'une expansion cumulative, même si le libéralisme en rajoute sur la destruction créatrice, si bien décrite par Schumpeter, et le socialisme sur l'incompétence. Le libéralisme mondialisé a de plus maximisé sans limite cette primauté du profit avec la financiarisation que nous connaissons. Mais tout ça repose sur l'idée qu'ils sont fondés sur une séparation radicale entre la nature et l'homme. La tradition contre-révolutionnaire, au contraire, considère la nature non seulement comme l'ensemble de l'environnement, mais inclut également les hommes, leur création et leurs institutions, selon le raisonnement qu'Aristote nous a légué. Il y a bien un ordre du monde. Voilà une idée fondamentale à retrouver. Et cela implique une démarche totalement différente, qui implique la prise en compte de la diversité des cultures qui chacune porte une perception différente de l'harmonie du monde. L'acceptation de la défense du bien commun passe par des cultures spécifiques, la défense du terroir, des traditions, des cycles cosmiques inscrits dans une approche traditionnelle du monde, servie par des valeurs conservatrices de dévouement au groupe, comme la parcimonie, la modestie, le sens du sacrifice. Le but étant de défendre l'ordre harmonieux de la nature, à la différence de l'idéologie du progrès, la beauté des créations des communautés traditionnelles contre la laideur de la société industrielle, l'enracinement contre l'individualisme. Et à ce titre, il est bien évident que l'immigrationnisme des écologistes politiques est une absurdité. Comment peut-on prôner une écologie de défense contre les espèces invasives, les fronts marins autochtones contre la taxifolia, la préservation du buis contre les pyrales, la défense de l'orbe et du frêne contre la graphiose, déflorer l'extermination des écrevisses européennes par leurs cousines américaines, la mort des tortues bretonnes tuées par leurs cousines de Louisiane, ou encore le gentil crapaud de nos ornières, éliminé par le crapaud buffle américain, et réclamer en même temps l'ouverture des frontières à des populations allogènes qui ne peuvent ni ne veulent rien comprendre à nos cultures. S'il existe une seule nature, il faut préserver aussi bien les biotopes des espèces que les biotopes des ethnies. Donc, l'écologie doit être nécessairement localiste. Il faut consommer avant tout les productions locales. Il faut également rejeter la mondialisation économique et l'uniformisation des pratiques culturelles. En ce sens,
l'écologie des populations implique une certaine distance entre les groupes humains, que le grand ethnologue et anthropologue Claude Lévi-Strauss, dans une célèbre conférence qui s'appelait Race et culture, prononcée en 1971, développe par l'idée que l'esprit de fermeture et d'hostilité envers l'étranger sont des propriétés inhérentes à l'espèce humaine qui sont indispensables pour protéger les sociétés de l'uniformisation et de l'indifférenciation. Et il découle de tout ce que je viens de vous dire que la démarche en faveur de l'environnement n'est pas du tout celle d'un citoyen du monde, mais au contraire celle des groupes enracinés dans une culture et qui ont développé une manière particulariste de vivre dans leur milieu naturel. Mais surtout, le fait de raisonner non pas seulement en termes d'individus, mais en termes de groupes, permet d'éviter l'effroyable gaspillage statutaire maximal qui est développé par l'économie de la modernité et qui repose sur cette maxime extrêmement néfaste selon laquelle ce qui est à tous n'est à personne. Et je citerai, mais pas de manière limitative, le gaspillage des fonds marins. 30% de ce qui est pêché dans les mers est jeté. Pardon, 30% est consommé, le reste est jeté. On utilise les poissons pour faire de la farine, pour les poissons d'élevage ou pour le bétail. Le gaspillage se trouve partout par la suggestion du désir et par le poids, le levier de la publicité qui est malheureusement le plus souvent obscène. Le gaspillage des réseaux de distribution, la moitié des produits mis en vente sont jetés. Gaspillage par l'obsolescence programmée, dont le but est de permettre la rotation des ventes la plus rapide possible, de plus en plus rapide, avec des produits qui sont de moins en moins durables, qui sont étudiés pour être détruits, pour ne pas pouvoir ni durer, ni être transmis, surtout pas être transmis. Et on va ainsi instaurer le culte de la mauvaise qualité. Renaud Camus dit que le XXe siècle a été le siècle de la camelote. Gaspillage par tous les systèmes de domination que le capitalisme instaure sur la clientèle qu'il prétend servir. Et toutes ces techniques qu'on nous apprend en école de commerce et qui sont fondées sur le système de la clientèle captive, par les pièces détachées dont le prix est multiplié par 50 afin de dissuader de réparer les produits même quand ils sont réparables. Et je passe sur les prétendues mises à jour des appareils informatiques qui sont là en fait pour vous obliger à en changer. Gaspillage par la confiscation du progrès technique qui ne fournit plus de véritables services supplémentaires, mais qui augmente sans cesse la pression sur le consommateur. Eh bien, je vais vous dire, même si la population de la Terre n'augmentait pas, et même si elle diminuait, ces procédés insensés de l'économie libérale suffiraient pour épuiser la planète entière en quelques siècles. Et il faut noter que les mouvements écologistes officiels se gardent bien de dénoncer en profondeur ces monstruosités. Pourquoi ? Parce qu'elles sont structurelles et qu'elles exigent des changements radicaux qui remettent en cause la société de masse et l'éthique de la société marchande. Et par conséquent, il est nécessaire de donner à la démarche marchande des limites qu'une puissance publique assistée par un corporatisme autonome pourrait poser. Les consommateurs doivent être protégés par des normes contraignantes pour que la bonne qualité chasse la mauvaise, au lieu d'imposer le règne de la camelote et du gaspillage. Mais il faut comprendre également que les hommes qui ont évolué en tant qu'espèces, en adaptation à leur milieu, ne peuvent survivre dans l'environnement, qui est indispensable à leur survie,
qu'en le modelant comme un jardin commun. En quelque sorte, nous sommes devenus, depuis quelques siècles, notre propre facteur d'adaptation. D'où le rôle fondamental de la culture, et notamment la dimension esthétique que tous les courants écologistes officiels rejettent inconsidérément par prosaïsme ou par utilitarisme. Un paysage apaisant, c'est de l'écologie. Et les éoliennes nous montrent d'emblée par leur parasitisme envahissant qu'elles ne sont qu'une escroquerie. Mais quel poids cette culture peut-elle représenter devant le pouvoir de l'argent, qui de son côté ne peut accepter aucune limitation et certainement pas celle de la culture? On assiste donc à une destruction du paysage de la France dans des buts purement spéculatifs. En fait, à la différence des anti-écologistes qui sortent l'homme de son environnement, la pensée monarchique admet au contraire qu'il en est un élément et que comme tel, il est soumis aux lois générales de la nature. Mais elle ne fait pas de l'homme un animal soumis et passif. Nous devons penser notre propre limitation puisque le milieu est devenu en grande partie notre création. Et pour cela, nous avons besoin de mieux connaître nos propres mécanismes. Et bien sûr, nous avons besoin d'environnement pour survivre dans 3 domaines différents. Les besoins physiologiques, je ne déciderai pas sur le sujet, respirer, boire, manger, se protéger du froid et du chaud, bien sûr. Mais aussi les besoins de communication environnementale. On parle beaucoup de la communication, mais on oublie qu'une grande partie des informations reçues par l'individu ne font pas partie de la sphère consciente. Et parfois même restent dans le domaine de la réaction purement physiologique. Les phéromones répandus par la nature véhiculent nombre d'informations essentielles qui déclenchent des réactions souvent obligatoires et complètement à l'insu de l'individu, puisqu'elles n'atteignent pas le niveau conscient. Or, ces communications contrôlent nombre de nos choix conscients. Et une disparition, une transformation, une dénaturation de cet afflux de communication peut aboutir à des catastrophes complètement incompréhensibles. C'est là toute l'importance des travaux récents sur le rôle des molécules biochimiques répandues dans le milieu par l'air industriel, qui agissent à des concentrations infinitésimales, sans que rien n'ait été mis en œuvre pour en limiter les effets, ni même pour les évaluer. Et c'est ce qui explique l'augmentation incompréhensible du nombre de cancers, par exemple, ou de maladies tout à fait nouvelles que nos ancêtres ne connaissaient pas. Et puis il y a les besoins comportementaux. Et là, je n'insisterai pas non plus, parce que nul besoin d'être scientifique pour se rendre compte que l'état général de l'environnement dans lequel nous nous trouvons affecte considérablement notre comportement. Naturel, dès qu'ils ont 3 jours de vacances, c'est bien pour répondre à un manque. Eh bien, ces 3 sortes de relations avec l'écosystème démontrent qu'il est proprement vital pour nous et que l'on ne peut pas concevoir une humanité indépendante de son milieu. Mais aussi, plus nous parlons des questions d'écologie, et plus nous constatons le nombre d'incertitudes angoissantes. Il convient donc de parler des points qui font débat. Et j'en citerai 3. Le nucléaire, le contrôle des populations et la décroissance. Je commencerai par le nucléaire. Nicolas Hulot était parfaitement conscient, pendant le ministère qu'Emmanuel Macron lui a donné, que le nouveau président, avec raison, jugeait absurde de réduire à 50% la part du nucléaire dans l'électricité produite en France en 2025. C'est un objectif qui avait été fixé par François Hollande et qui était, bien entendu, totalement contraire à l'intérêt du pays. En effet, où est le problème? Tout simplement, les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes et fugaces, alors que le nucléaire, source permanente, bon marché et propre, peut assurer la permanence. Les Allemands, sous la pression des Verts et sous la férule de Merkel, ont choisi en 2011 de l'abandonner. Mais le résultat, qu'est-ce que c'est? Ils utilisent le charbon, ultra polluant, ou plutôt vont acheter de l'énergie à l'étranger, en France en particulier,
et les ménages allemands doivent payer l'énergie 2 fois plus cher qu'en France. En fait, si on regarde l'ensemble des pays du monde, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Inde, le Japon, même après Fukushima, n'ont pas renoncé au nucléaire, au contraire. Le Japon prévoit de redémarrer publiquement, progressivement, tous ses réacteurs nucléaires et d'en créer d'autres. Et nous, eh bien nous avons un peu abandonné, nous avons laissé notre énergie nucléaire devenir obsolète et nous avons laissé s'user notre savoir-faire. Alors pourquoi y a-t-il cette hostilité viscérale au nucléaire? Il y a 3 choses. D'abord, il y a les souvenirs d'Hiroshima et de Tchernobyl. Il y a la catastrophe de Fukushima. Et surtout, il y a le problème des déchets nucléaires dont on parle beaucoup. Il est vrai que les déchets nucléaires sont un problème, il ne faut pas se le cacher. Mais on a considérablement exagéré les craintes qu'ils suscitaient. Bien sûr, les déchets nucléaires peuvent conserver pendant des millénaires une radioactivité qui peut être dangereuse. Mais la plus grande partie d'entre eux, et de très loin, ne présentent pas véritablement de risque. En 2003, l'Académie de médecine considérait que l'électricité nucléaire avait le plus faible impact sur la santé par kilowattheure produit par rapport aux autres filières qui utilisent des combustibles fossiles, les biomasses ou l'incinération des déchets, ou même les énergies éoliennes et photovoltaïques. Et en 2012, donc il n'y a pas très longtemps, l'Académie des sciences confirme que les centrales nucléaires sont aujourd'hui le seul moyen de produire massivement de l'électricité concentrée, permanente et sans émission de gaz à effet de serre. C'est donc une énergie durable et propre. Alors le problème, eh bien, je ne donnerai pas une réponse définitive sur le sujet. En tout cas, il faut quand même être conscient que le débat est en grande partie biaisé. Deuxième problème, la décroissance. Le terme de décroissance a un côté un peu provocateur qui prend à contre-courant l'esprit public tant l'idée de développement est ancrée dans la modernité occidentale. On peut résumer cette idée de la décroissance par le slogan suivant, qui a été émis par Serge Latouche dans son livre « Décoloniser l'imaginaire », n'est-ce pas? Et ce slogan, c'est « On ne peut plus croître dans un monde fini ». Et il ajoute « Promettre la richesse en produisant de la pauvreté est absurde. Le modèle occidental de développement est arrivé à un stade critique. Ses effets négatifs sur la plus grande partie de l'humanité et sur l'environnement sont évidents. Il est nécessaire de le freiner, de le ralentir, voire de l'arrêter avant que les luttes, les cataclysmes ou les guerres ne se déclenchent. » Et je dois dire que cette théorie de la décroissance a été soutenue par Alain de Benoît, qui n'est pas un ennemi pour nous, et qui a écrit un livre qui s'appelait Demain la décroissance, penser l'écologie jusqu'au bout. Alain de Benoît est venu d'ailleurs faire une conférence à l'Action française il y a quelques années. En fait, dans la notion, les observations qui sont faites par les décroissants, il y a une constatation qui est profondément exacte, c'est l'incapacité des systèmes de comptabilité économique à dépeindre la vérité. C'est-à-dire que la notion de décroissance, en soi, elle est déjà faussée. D'abord, le produit intérieur brut se focalise sur le quantitatif, sans intégrer le qualitatif. Il repose exclusivement sur des valeurs de marché et ne tient pas compte du bien-être des populations, ni de l'état des écosystèmes. De surcroît, les décroissants reprochent au PIB de ne pas prendre en compte l'épuisement du stock de matières premières et de ne pas intégrer les dépenses occasionnées par la destruction du biotope. Mais surtout, et là l'argumentation des décroissants est parfaitement justifiée, la notion de produit intérieur brut ne tient compte que de ce qui est monnayé et marchand. Ce qui conduit les économistes à créer des indicateurs en ne prenant en compte que les aspects mesurables des richesses qui sont unifiés à travers leur équivalence monétaire. Ce qui veut dire que cette manière de calculer aboutit à des absurdités. Vous connaissez la parabole
de la vitre cassée, eh ben, vous savez, il y a des enfants qui s'amusent à lancer des pierres sur un immeuble, ils cassent des vitres. Hein? Là, c'est une grosse bêtise, ça fait du mal. Et oui, mais c'est du bien, parce que ça entraîne une augmentation du PIB, puisqu'il va y avoir des gens qui vont travailler pour remplacer la vitre. La parabole de la servante épousée. Là, c'est l'inverse. Vous avez un monsieur qui emploie une femme de chambre, et elle travaille, il lui paye un salaire, il y a des cotisations sociales qui sont payées, il paye des congés payés, des cotisations retraite, etc., etc. Un beau jour, il décide d'épouser sa femme de ménage. Mais c'est terminé. Les cotisations disparaissent, tout ce qui était versé, qui rentre dans le produit national brut disparaît, mais en fait, le travail reste le même. Alors, c'est une absurdité. On a pris une mesure qui ne correspondait à rien. Donc effectivement, la décroissance, elle a raison, les théoriciens de la décroissance ont raison sur l'analyse qu'ils font, la critique qu'ils font de la mesure de la richesse. Quelles sont les réserves que l'on peut formuler contre la décroissance? Eh bien, ce sont celles que j'avais présentées à Alain de Benoît quand il était venu faire sa conférence à l'Action française, n'est-ce pas? Ce sont des réserves purement pragmatiques. Comment triompher d'un système en se refusant systématiquement à augmenter ses moyens d'action? Parce qu'en fait, on peut triompher d'un système, on peut triompher d'un rapport de force qu'en ayant des moyens d'action plus forts que les siens. Et il est évident que la décroissance se refuse à augmenter les moyens d'action puisqu'elle demande au contraire à les diminuer. Donc il y a là un problème qui, pour l'instant, je ne dis pas que c'est définitif, mais pour l'instant, est insoluble. Troisième point de débat, la question démographique. Alors ça, c'est une autre question qui présente exactement les mêmes incertitudes que les deux autres points, mais avec des difficultés supplémentaires. D'abord, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. En 1800, il y avait moins d'1 milliard d'hommes sur la Terre, et en 2100, on prévoit qu'il y en aura plus de 12 milliards, au minimum, entre 12 et 16 milliards. Depuis 1992, la population humaine a augmenté de 35% pour atteindre le chiffre de 7 milliards 600 milliards. 7 milliards 600 millions. Donc, le modèle de la transition démographique qui a fait ses preuves pour les évolutions des 2 derniers siècles ne nous est plus guère utile. Et si on essaye de faire une prospective, on peut arriver à des scénarios soit de retour à terre à l'équilibre, soit d'effondrement total de la natalité, soit au contraire d'une explosion de la natalité avec, à terme, une planète invivable. De toute façon, l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants d'ici 2050 en raison de ce qu'on appelle l'inertie démographique, qui est un phénomène que nul ne peut empêcher. En fait, il faut bien voir une chose, c'est qu'on peut très bien avoir 30 milliards d'hommes sur la Terre. Mais la vraie question, c'est pas le nombre des gens, c'est les modes de vie. Si les hommes acceptent de vivre en termitière, de manger des larves et des légumes hydroponiques, on peut laisser sanctuariser le reste pour la vie sauvage. Mais autrement, non. Et bien entendu, il y a peu de chances que ça se produise. Car il faut bien comprendre une chose, et ça c'est une chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, quelles que soient les incertitudes que nous avons dans ce domaine, c'est que la destruction des espèces ne provient pas essentiellement, principalement des produits chimiques. Elle ne provient pas essentiellement de l'extermination par la chasse excessive, le prélèvement excessif. Elle est essentiellement due à la destruction du biotope. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Vous savez, autrefois, en Grèce, dans l'Europe du Sud, il y avait des lions. Hein? Il y avait des lions, ils ont disparu. Ben oui, parce qu'à partir du moment où la population humaine augmente, la première chose qui se passe, c'est que les grands animaux disparaissent. Et c'est inévitable.
Donc, il faut être conscient de tout ça. Et notre monde avait, au moment où la Genèse a été écrite, c'est-à-dire en 700 avant Jésus-Christ, eh bien, notre monde avait 120 millions d'habitants sur la Terre. Aujourd'hui, on a 7 milliards. Alors, faut-il continuer à dire « croissez et multipliez et remplissez la Terre » ? Au contraire, faut-il dire, comme le disent les prétendus verts, n'est-ce pas, que le renouvellement des générations des pays développés ne pourra se faire que par les immigrants. Les deux réponses sont bien entendu absurdes. Comme serait l'idée d'obliger un automobiliste à rouler tout droit quand la route tourne. En fait, dénataliser dans les pays qui ont achevé leur transition démographique est une très mauvaise idée. S'il y a un seul enfant par femme, la population diminuera par le bas de la pyramide des âges, tandis que les promotions précédentes vieilliront. Donc chacun de ces enfants uniques aura à nourrir, à soigner, à laver une foule de grands-parents, parents et arrière-grands-parents. Et soit ils en seront esclaves, soit ils les laisseront crever. Et bien entendu, il n'en est pas du tout de même en Afrique, où un des préalables du développement de l'Afrique, c'est le contrôle des naissances, comme l'a fait la Chine en 1975, la Corée en 1960, le Japon en 1947. Sachez que le Togo et le Niger doublent leur population tous les 10 ans. Au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, au Burundi, en République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau, au Timor-Oriental, au Libéria, en Ouganda, au Mali, au Niger et au Tchad, tout comme en Afghanistan, les populations vont tripler avant 2050. Donc la pression migratoire est une question écologique. En effet, la question n'est pas seulement de regarder le nombre des gens qui passent les frontières, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui pousse derrière. Ce sont les pôles, les forces d'attraction et de répulsion. Et tout le monde est capable de voir que cette pression ne fera que s'accroître. Et il faut comprendre également que la volonté politique est une condition nécessaire, mais pas suffisante. En effet, par exemple, en Chine, on a pu avoir une politique qui a réduit la fécondité, mais il faut souligner que cette politique n'aurait pas pu réussir si le peuple chinois lui-même n'avait pas eu la volonté de diminuer cette expansion démographique. Conclusion de mon exposé, j'ai été peut-être un peu long, moi je m'en excuse. Pour mener une politique écologiste au vrai sens du terme, il faut avoir une vision à long terme et pouvoir la mener de manière indépendante tant des partis que des puissances d'argent. L'acceptation d'une part physio-éthologique dans la nature humaine, traduite par l'hérédité de la charge royale, rend possible l'introduction du temps dans les analyses et dans les méthodes de gouvernement, essentiellement parce que la durée est une composante irremplaçable du régime monarchique. Or, le temps est la première variable à prendre en compte dans une analyse écologique. Aucune autre forme de gouvernement ne peut réellement tenir compte du long terme, ni s'élever au-dessus des intérêts individuels, qui sont la grande faiblesse d'une politique environnementale efficace. Notre pays a été pendant des siècles gouverné par des principes respectueux de l'harmonie du monde. Nos rois étaient de bons jardiniers qui surcultivaient la mesure en toutes choses, de sorte que la richesse était belle à voir, que la production des biens se faisait conformément au travail bien fait, et que la nature, parée par nos ancêtres, montrait toujours la voie du beau, du bien et du vrai, habité par le divin. Hélas, notre monde est un monument en péril, le temps presse, car il y a le feu à la maison. Je vous remercie de votre attention.